un salon d'agriculture exceptionnel. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Les chats, les chiens, les vaches, les cochons, tout le monde est là. C'est le salon de l'agriculture. On est en direct jusqu'à 14h sur Sud Radio. On va parler évidemment de manger, mais aussi de l'agriculture avec nos invités en première partie. Constance Alonso qui parlera du nom du goût et de comment bien manger en France. Emmanuel Bernard, président de la filière bovine Interbev pour la viande. On parlera également du maïs avec Sébastien Méry, secrétaire général de l'AGPM. Et puis de cette initiative d'Olivier qui lance une gazette pour encourager les Français à aller faire le marché où on y trouve tous les produits. On aura ensuite à 13h un bilan de ce salon de l'agriculture, mais aussi d'où en est la crise agricole avec Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne. Et puis on retrouvera Henri Guénaud qui sera notre invité en deuxième partie pour parler de souveraineté alimentaire et aussi bien sûr des sujets de politique internationale et nationale. Voilà, on marque une courte pause et puis on se retrouve tout de suite en direct du salon de l'agriculture sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité, excusez-moi, je m'étais totalement trompé de nom, Constance Régnier, qui est ingénieure dans l'agroalimentaire, diététicienne, fondatrice de Au nom du goût, et Emmanuel Bernard, présidente de la filière bovine Interbev, pour parler du bien manger. Alors le salon de l'agriculture, c'est évidemment l'occasion de rencontrer tous ces animaux qui vont ensuite être dans nos assiettes pour certains. Il y a aussi la filière végétale. Alors d'abord pour le bien manger, pourquoi cette initiative? Est-ce qu'il y a même en France un problème sur l'apprentissage à la bonne diététique en fait? Bonjour Alexis. Oui, totalement. Aujourd'hui, le bien manger, ça englobe tous les sujets, nutrition, goût. On a perdu énormément de savoir en 3 générations. Moi, je reprends souvent cet exemple. Ma grand-mère qui tuait ses poulets à la ferme. Nous, on est en train de consommer tous des poulets. 50% des poulets viennent des pays de l'Est. Moi, pour réapprendre à tuer mes poulets, j'ai regardé une chaîne YouTube. Donc, je me dis qu'il y a énormément de transmissions qui ont été perdues. Et voilà, on a des initiatives comme par exemple le Nutri-Score, où on se dit qu'acheter par exemple des produits que Nutri-Score A, c'est bon pour la santé, mais on se retrouve avec des Chocapix Nutri-Score A et un Roquefort Nutri-Score E. C'est pas vraiment, ça ne reflète pas une réalité diététique, c'est ça. Le but, c'est quand même de soutenir des filières. Le Roquefort, le bleu d'Écosse, c'est des endroits où il y a très peu d'agriculture, beaucoup d'élevage. Et aujourd'hui, on a perdu beaucoup de savoir. C'est ce que j'essaye donc de transmettre avec mon activité. Et la perte du goût, c'est lié aussi à cet exode rural qui a eu lieu et où on est de plus en plus loin en fait des producteurs. Oui, aujourd'hui, on consomme énormément de produits ultra transformés. C'est ce que je faisais avant en tant qu'ingénieur R&D. Et quand on développe des produits industriels, il y a rarement beaucoup de goût à l'intérieur. C'est beaucoup des projets qui sont drivés par le prix, par la grande distribution, par des DLC qui doivent être longues. Et on a peu de goût, et quand on remet le goût au cœur de nos assiettes, on se retrouve à manger du bon poulet du Gers comme on fait du guisté par exemple nous sur la région Occitanie, un poulet qui est tendre, qui a combatté dehors en toute liberté, et pas avec des poulets qui sont élevés à l'intérieur. Et on a avec nous également Emmanuel Bernard, président de la filière bovine Interbev. Vous, votre slogan, c'est manger de la viande mais mieux, c'est-à-dire l'idée c'est pas de dire qu'il faut manger de la viande à tous les repas, surtout pas, mais que la viande fait partie aussi du bol alimentaire et du mix diététique, de la saveur aussi. Est-ce que la filière a souffert, on se rappelle il y a de ça quelques mois, les attaques contre les bouchers, la viande qui est mal vue, maintenant les vaches qui sont aussi responsables du réchauffement climatique, en partie du fait de méthane. Est-ce que la filière est en souffrance ou est-ce que tout va bien pour la filière viande ? Alors, d'abord, merci de m'inviter et peut-être dire que je suis éleveur de bovins charolais dans la Nièvre. Donc, à la fois les attaques, c'est une chose, mais peut-être dire d'abord que vous parlez, mangez-en mieux, c'est un slogan que l'on porte depuis des années. Mais quand je dis des années, on n'a pas attendu. On s'est engagé au niveau de la filière dans une démarche de responsabilité sociétale en 2016-2017. Donc c'est pour dire qu'on avait bien vu que de toute façon, je partage le fait qu'au-delà de manger un produit, ce qui est important, c'est quand on l'associe. Donc on a dit flexitarien, parce que ça veut dire que on laisse la liberté aux gens de manger, mais de faire attention à l'origine. Donc on est très intransigeant par rapport dans la distribution à tout ce qui est origine dans les restaurants, et on veut que ça aille dans les plats préparés, dans les plats transformés.
transformés, parce qu'en fait la viande ingrédient fait partie aujourd'hui de ce que l'on consomme, et donc il nous faut une origine partout et pour tout. Ensuite, le choix du consommateur, on le laisse libre. On le laisse libre de son régime alimentaire et on le laisse libre du mode d'achat qu'il veut. Ce que l'on veut par contre, c'est qu'il ait les informations, et quand c'est français, ça répond à des critères de durabilité qu'on n'a nulle part ailleurs. Et de qualité aussi. Mais alors, la qualité, ça vient souvent quand même de l'ensemble, à la fois de la traçabilité, du mode d'élevage et de tout ce qui se passe dans la filière. Ensuite, donc on met des éléments de bien-être, de bien-traitance dans les centres de rassemblement. Enfin, on essaye d'aller toujours un petit peu plus loin. Évidemment, derrière, ce qu'il faut, c'est que les éleveurs aient du revenu. Parce que je pense que la place prioritaire de l'élevage en France n'est pas remise en cause. On peut imaginer que dans le monde, il y ait des modèles qu'on n'a pas envie de défendre. Le modèle français, le modèle d'élevage durable, avec 13 millions d'hectares de prairies, avec un territoire sur lequel vous avez de l'élevage, mais vous avez tous les éléments économiques derrière, parce que dans un territoire, il faut un abattoir, il faut un vétérinaire, et ça, c'est très important pour nous, et c'est caractéristique de notre pays. Mais il n'y a pas, vous êtes éleveur, en ce moment on parle beaucoup du Mercosur qui va ouvrir grand les vannes de l'élevage d'Amérique du Sud. Où en sont les discussions, les tractations? On se rappelle qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ferait tout pour limiter, empêcher, et en même temps Ursula von der Leyen est allée signer directement en Amérique du Sud. Est-ce que vous êtes inquiet avec ce nouveau traité? Alors, encore une fois, nous, c'est vraiment pour ça qu'on prône l'origine et qu'il y ait une vraie transparence. Deuxièmement, on s'aperçoit qu'on a une variable d'ajustement tout bêtement au niveau international. Pourquoi le Brésil, l'Argentine veulent à tout prix nous envoyer leurs produits? C'est juste parce que les Allemands veulent envoyer leurs voitures. Donc c'est pas le schéma dans lequel nous on s'inscrit. On s'inscrit dans une traçabilité, une qualité et une satisfaction du consommateur. Et on voit que l'Europe s'inscrit dans une géopolitique, une géoéconomie qui en plus est terrible, parce que vous savez, on n'a pas peur que le bœuf brésilien ou le bœuf argentin envahisse nos assiettes. C'est pas j'ai confiance même dans les distributeurs, dans les restaurateurs. Par contre, encore une fois, dans le volet ultra transformé, et en fait on parle d'Europe, et en fait vous avez des pays en Europe qui ont moins cette attente gastronomique, et donc on a peur de détruire ce modèle-là. Et deuxième élément, c'est qu'en gros, pourquoi importer des produits que l'on peut produire chez nous? C'est ça. Si on veut, parce qu'en fait on nous dit il n'y a pas de risque. Je vais donner un exemple et le public va comprendre. On nous explique que c'est pas grave et que c'est peu finalement au regard de ce qu'on produit ou de ce qu'on consomme. Seulement on dit on va vous mettre 1 milliard d'euros pour vous compenser. N'acceptons pas cet accord et on économise 1 milliard. C'est simple, hein. C'est pas compliqué. Et Constance Régnier, vous parlez du bien manger. Le fait que ce soit une production locale, ça compte beaucoup aussi. Vous parlez des poulets du Gers tout à l'heure. Est-ce que c'est important cet aspect-là aussi dans l'assiette? Totalement, il faut quand même noter effectivement que la France a les plus grandes restrictions en termes de réglementation d'agriculture. C'est important de comprendre en fait et de revenir aux bases. Moi, je fais donc des animations. Quand je demande ce que c'est que l'agneau, c'est le petit du cochon, de la vache ou du porc, on me dit le petit du veau. Et en fait, je me rends compte de la déconnexion vraiment que l'on a. On devrait tous aller dans des fermes, passer au moins une semaine à comprendre vraiment comment ça se passe. Et quand on se tourne vers des produits français, parfois labellisés, on est à peu près sûr qu'il y a de la qualité, puisqu'il y a des cahiers des charges, des contrôles qui sont bien spécifiques. Et surtout, consommer français, c'est déjà une belle base qui n'est pas toujours appliquée. Et après, on a d'autres labels par-dessus, mais c'est pas toujours le cas. Et sur les labels, justement, vous parlez tout à l'heure du Nutri-Score. C'est un peu trompeur, en fait, le Nutri-Score, sur la qualité réelle des aliments. Oui, on se base tout simplement sur la nutrition, donc sur les valeurs nutritionnelles, protéines, sel. Voilà, c'est un calcul entre des ingrédients positifs, des nutriments positifs, d'autres négatifs. Et on va pas chercher derrière s'il y a des additifs. Vous pouvez vous retrouver avec des produits ultra transformés remplis d'additifs, de fibres. Je prends l'exemple d'un morceau de viande. La dernière fois, j'ai tourné une vidéo, je voulais faire un burger maison dans un supermarché. Donc vous aviez la boucherie à la coupe et le stand des rayons avec les steaks hachés en barquette.
pour le même prix au kilo, c'est ça qui est important de dire. Et ben j'avais une viande fraîche faite par le boucher, il prenait des beaux morceaux de viande, il me le faisait totalement à la minute. Et dans l'autre, vous aviez une barquette avec de la viande, des fibres de blé, de l'eau. Il faut quand même rajouter un peu d'arôme parfois, sinon les fibres donnent trop de goût. Et c'est important de dire que ça, c'est pour le même prix au kilo. Et on se rend plus compte, on cherche plus à comprendre ce que l'on achète. Comment c'est possible que ce soit le même prix quand on a deux produits de bonne qualité et l'autre, visiblement, pas vraiment de bonne qualité. Les marges sont pas redistribuées pareil. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'était moi j'habite dans le Périgord, donc c'était l'abattoir de Bergerac juste à côté, un éleveur du coin. Et de l'autre, c'est un produit industriel. Vous avez les fournisseurs, vous avez les industriels, la grande distribution. Il y a beaucoup de marge. Et au final, on se retrouve avec le même prix. Autre attaque coup de couteau dans la filière bovine pour les protéines, c'est l'Europe qui autorise maintenant 4% de farine d'insectes dans les produits transformés. Pourquoi est-ce que vous êtes pour déjà? Quand on pose la question, généralement les gens sont interloqués. Et ça, c'est encore la Commission européenne qui met ça sur la table en disant mais c'est très bien, vous ne le voulez pas, mais on vous l'impose quand même. Est-ce que vous avez lutté contre cette directive? En fait, nous on part du principe que la majorité, la grande majorité du bœuf consommé, elle est consommée soit en produit brut, soit uniquement haché. Et c'est un élément hyper important et je pense que le consommateur, il faut qu'il se pose cette question-là. C'est-à-dire, je peux manger un burger, je peux manger un morceau de beefsteak et surtout, dès que je commence de rentrer dans des produits transformés, je dois regarder ce qu'il y a dedans. À la rigueur, que ce soit de la farine d'insectes ou des excipients, la vraie force de notre filière, et clairement, c'est que nous ne sommes pas dans l'hyper-transformation. On explique, on dit, on est dans le haché et dans l'élaboré. C'est quoi l'élaboré? C'est en fait, vous achetez un tartare, vous achetez un carpaccio, vous achetez... Voilà, parce que il y a des gens qui vous ont préparé, mais à partir d'un muscle, et vous regardez, vous pouvez regarder l'origine. Voilà, si c'est du français. Donc le vrai enjeu vis-à-vis du consommateur, en fait, on n'arrive pas à lutter contre cette fameuse réglementation européenne. On vient les directives. Et dernier élément, je pense, c'est qu'on sous-estime énormément les intérêts que ça représente au niveau international, au niveau géopolitique. Et les gens qui poussent la Commission à prendre ces décisions-là poussent souvent des organisations qui sont très manipulées. On est dans une immense manipulation. Vous êtes un lobby, celui de l'élevage, j'ai aucun problème. Mais en face, vous avez le lobby de la farine d'insectes, par exemple, et les lobbies écolos aussi. Sauf que je pense que, à la rigueur, le représentant de la farine d'insectes, il fait son travail. Sauf que vous avez aujourd'hui une manipulation. On le dit dans les élections, on le dit ailleurs. Vous savez bien, on sait tous qu'aujourd'hui, on arrive à obtenir des textes dans des endroits qui ont été portés pour d'autres intérêts. Donc vous avez des gens dans la Silicon Valley qui payent des milliards de dollars pour essayer d'influencer, parce que derrière cette hyper-transformation, vous avez un intérêt derrière, c'est que c'est pas le boucher qui va faire sa vie. Non. Voilà, et on est dans ce monde-là. Et c'est justement, Constance Régnier, sur le bien manger, il y a quand même une filière industrielle de malbouffe qui a énormément de pouvoir. On a vu le greenwashing de Coca-Cola, par exemple, pour ne citer que pendant les JO. Ils sont coutumiers du fait, quand même. Et là, comment se prémunir face à cette propagande de la malbouffe? Mais je vais rebondir sur les insectes, je trouve ça intéressant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bon sens. On va parler de bon sens paysan, de bon sens en général. Pour manger de la viande, normalement, une vache, elle va brouter son herbe. Nous, on met en avant, par exemple, aussi le bœuf fermé de l'Aubrac. C'est des bœufs qui pâturent, qui partent 6 mois à plus de 800 mètres d'altitude. Moi, j'ai été donc dans l'industrie agro. On avait des briefs marketing, des nouvelles tendances où il fallait trouver comment nourrir 9 milliards de personnes en 2050, donc avec des insectes, des algues, etc. Et en fait, on oublie de dire qu'aujourd'hui, on meurt plus de trop manger que de pas assez. On meurt plus d'obésité, de surpoids que de personnes qui n'ont pas assez à manger sur cette planète. 30% de gaspillage alimentaire sur toute la chaîne agroalimentaire, industrielle. Donc, remettre du bon sens, c'est-à-dire que peut-être on va en consommer moins. Exactement, j'ai exactement ce discours-là. On consomme moins de viande, mais mieux, on va aller l'acheter chez le boucher, on va être sur de nos races, des races rustiques. Et c'est vraiment le bon sens qu'il faut mettre au cœur de l'assiette. Et la question du prix, parce que vous dites que effectivement
au même prix, on va avoir une viande pure et puis une viande coupée. Alors pas toujours, mais là c'est l'exemple. Il y a l'exemple. Est-ce que il y a quand même la question du prix qui compte pour beaucoup. Une étude a montré que c'était les retraités qui consommaient le plus de viande. La question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des aliments qui deviennent des produits de luxe, comme la viande en l'occurrence ou le poisson? La viande est un produit de luxe, mais en fait j'ai fait une autre chronique télé une fois où je prenais un caddie qui était à 60 € en supermarché, un autre caddie où je suis allée chercher des produits chez les producteurs, que ce soit fruits, légumes, viande. Pour le même argent, j'avais forcément différents produits dans mon assiette, dans mon caddie. Il fallait que je cuisine. Quand j'achète chez le producteur une viande, que j'achète un légume, il faut le cuisiner, le transformer. Et voilà, en fait, souvent on pense que bien consommer c'est plus cher. C'était le combat d'ailleurs de Coff avec Leader Price à l'époque. Quand vous voyez les caddies, que vous allez à la caisse, que vous voyez les sodas, les chips, etc. Avec cette même quantité d'argent, on peut vous faire un caddie de bien meilleure qualité. Eh bien, merci beaucoup. On va devoir marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur cette qualité et puis sur la filière bovine. On va parler dans un instant du maïs, un tout autre sujet, mais on reste dans le monde agricole. On est en direct sur Sud Radio du Salon de l'Agriculture. À tout de suite. Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on continue en direct du Salon de l'Agriculture sur Sud Radio. Cette fois-ci, on va parler avec Sébastien Méry, secrétaire général de l'AGPM du maïs français et européen. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà que recouvre la filière maïs, au-delà de ce qu'on retrouve dans nos assiettes ? La filière maïs regroupe plusieurs productions, comme vous l'avez dit, ce que l'on retrouve dans nos assiettes, via l'alimentation animale, toute la volaille qu'on retrouve, mais autres dans notre assiette à consommer du maïs. Mais bien plus que dans nos assiettes, on retrouve aussi du maïs dans tous notre quotidien, de par l'amidonnerie. Le maïs est un support pour les médicaments, alors pas pour le quotidien, mais pour le dentifrice. D'accord. On se lave les dents 3 fois par jour et on utilise du maïs 3 fois par jour. Dans les moments festifs en alimentation humaine, le popcorn. Le maïs est une filière qui crée de la valeur sur les territoires avec de nombreux débouchés et qui en fait une céréale vitale et importante à produire sur notre territoire. Et aujourd'hui, en Europe, la France est un des plus gros producteurs de maïs. Quelle est la place de la France ? La place de la France est très importante pour l'Europe puisque l'Europe n'est pas souveraine en maïs. L'Europe importe 25% de ses besoins en maïs d'autres territoires, Amérique du Sud, Ukraine. Et nous, producteurs français, on exporte 50% de notre maïs en Europe. Donc la France est capitale pour la souveraineté en maïs de l'Europe. D'accord. Et le Mercosur, j'imagine que le maïs est dans la balance. Quelle est votre position par rapport à ce traité transatlantique de libre-échange ? Nous ne sommes pas contre les accords de libre-échange. Par contre, le bémol qu'on attire, c'est qu'il faut une réciprocité des normes dans les échanges. Et donc aujourd'hui, sur le Mercosur, puisque vous me posez la question, les producteurs français et les producteurs européens sont contre la concurrence déloyale, puisqu'on va en venir sur la nécessité de production du maïs sur notre territoire, du maïs en France et du maïs en Europe. Il nous faut des moyens de production et en fait en France les moyens de production nous sont confisqués sans forcément, et on va derrière importer du maïs qui ne respecte pas nos normes, qui ne respecte pas nos standards de production. Et donc sur le Mercosur, c'est bien là le point d'achoppement où aujourd'hui on ne peut pas ouvrir nos marchés à des céréales qui ne respectent pas nos standards voulus par le consommateur. C'est-à-dire en matière phytosanitaire, en matière de production, quel est le bémol, enfin le risque en fait d'avoir ce maïs sud-américain ? Je veux dire, il y a deux bémols, puisque vous m'interrogez sur les moyens de production, que ce soit les produits phytosanitaires ou que ce soit aussi, l'accès à l'eau. Aujourd'hui, il nous faut retrouver ces moyens de production pour les producteurs français, parce que vous l'avez dit, le maïs est une production très importante au niveau national pour alimenter l'Europe. Il faut retrouver ces moyens de production.
ces 10 dernières années, à cause de contraintes, à cause d'entraves, on a perdu 500 000 hectares de maïs sur nos territoires. Mais quelle entrave en fait, concrètement? Que ça soit concrètement sur les produits phytosanitaires, que ça soit sur la capacité de pouvoir stocker de l'eau aussi, mais sur le sujet de l'eau. L'affaire des méga-bassines, par exemple Oui, par exemple, et qui dépasse là, pour ouvrir le débat, qui dépasse le simple cadre du maïs. Aujourd'hui, ne pas pouvoir stocker de l'eau, ne pas pouvoir réutiliser l'eau qu'on a en excès, par exemple, en cette période, pour la réutiliser en période de manque, c'est une ineptie, et en fait, on se tire une balle dans le pied. Mais pourquoi? Ce sont des règles qui ont été dictées par la France ou la Commission européenne aujourd'hui sur cette rétention de l'eau? Il y a des règles françaises qui empêchent de réaliser des ouvrages. Aujourd'hui, il faut qu'on dépasse ce cadre-là pour pouvoir mobiliser de l'eau, avoir une agriculture compétitive, une agriculture qui puisse continuer à produire, à faire vivre nos filières, à alimenter nos filières, à alimenter nos territoires. C'est une question en fait d'économie, de souveraineté et de pouvoir produire sur notre territoire. Et quand je dis de souveraineté, c'est une question de pouvoir de pas se remettre l'acte de produire pour nous nourrir dans d'autres mains. Ouais, parce que quand vous dites qu'on perd des hectares en maïs, ça veut dire que les producteurs mettent en jachère ou passent à une production d'autres céréales. Comment ça se passe? Alors dans votre question, si on passait à une production d'une autre céréale, je dirais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on a aussi de la déprise. On a des terres qui sont perdues à la production agricole. C'est-à-dire elles deviennent quoi? Je vais prendre un exemple. Là, moi, je suis dans le département du Loiret. On a toute une partie où ces terres finissent par être des friches, des ronces. Ce sont des terres non productives parce qu'on a perdu des moyens de production. Et dans ces 500 000 hectares perdus, on a des terres qui sont plus vouées à la production. Donc, juste une image pour que des productions. Sur l'industrie des usines, des friches industrielles, et on s'en est remis à des pays étrangers, et ça c'est bien les accords de libre-échange aussi sur lesquels on entend dénoncer. Ouais. On a remis notre acte de production à l'étranger. Et nous, ce qu'on dit en tant que représentants de la filière maïs, il y a nécessité de pouvoir produire, de pouvoir avoir des moyens de production pour produire sur nos territoires. C'est la vitalité et l'enjeu de nos territoires et l'économie de nos territoires pour nous alimenter et pour être souverains sur la céréale maïs comme sur d'autres céréales. Et aujourd'hui, c'est combien de producteurs maïs en France? C'est à peu près de 150 000 producteurs de maïs en France. Oui, donc c'est beaucoup. Et c'est partout sur le territoire, où il y a des régions qui sont plus en pointe sur cette céréale? Il y a des régions historiques, mais c'est le maïs, on retrouve partout sur le territoire avec des débouchés et avec, mais même si on a plutôt les régions historiques sud-ouest, Alsace, où on a une culture autour de la production du maïs. Vous parliez donc de la nourriture animale. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de maïs qui sert à la consommation, à l'industrie? Enfin, est-ce que là aussi on sait comment tout ça est ventilé? On sait comment tout est ventilé. Alors après, ça va être très technique pour. Non, mais sans être trop technique, pour l'auditeur. Mais on a une bonne partie qui va en alimentation animale. Ouais. Et après, on a des marchés plus spécifiques qui sont sur de l'alimentation humaine, mais qui sont toujours source de filières d'excellence. Et quand vous me posez la question sur l'alimentation animale, les animaux finissent aussi dans notre assiette, quoi. Oui, c'est ça. On en parlait à l'instant avec Intervent. Donc on a 100% du maïs qui est aussi une partie qui va pour la consommation humaine, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on parle du marché européen, avec la guerre en Ukraine et on espère sa résolution prochaine, de déstabilisation du marché avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, puisque c'est un pays immense et qui produit énormément de céréales, notamment du maïs? Et donc, je reviens là, on est sur les échanges commerciaux. Notre filière se positionne pas en disant on va fermer les frontières et tout va bien se passer. Notre filière se positionne en disant ne pas importer de maïs qui ne correspondent pas à nos normes de production et à nos standards de production. Donc c'est bien pour ça le premier point où il faut retrouver de la compétitivité et des moyens de production en France pour pouvoir déjà produire et qu'on ne ferme pas les yeux.
et derrière une certaine protection aussi, parce que quand les normes ne sont pas là, et ben qu'on ait des droits de douane qui protègent aussi les producteurs français. Mais on peut pas avoir ça dans le cadre du marché européen, en l'occurrence. Non, mais aujourd'hui, dans le cadre de pays en dehors de l'Europe, on peut avoir des droits de douane qui protègent. En fait, c'est une question de volonté. Veut-on continuer à produire sur notre territoire ou veut-on être dépendant? Et la dépendance entraîne des risques. Je prends l'exemple, hein, quand les routes commerciales se ferment pour des raisons, que ce soit la guerre ou que ce soit une pandémie, si on est dépendant et qu'on n'arrive pas à avoir d'alimentation qui arrive, vaut mieux la produire sur notre territoire, et c'est bien là le combat qu'on mène, c'est de continuer à pouvoir avoir une production sur notre territoire. Mais aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi? C'est de jouer entre des normes qui sont suffisantes pour le consommateur, mais en déréguler quand même, laisser plus de latitude pour notamment l'utilisation des produits phytosanitaires? L'enjeu, c'est d'avoir une cohérence. On peut pas mettre un niveau d'exigence sur les producteurs français et fermer les yeux sur les importations qui nous alimentent au quotidien. Ouais. C'est là l'enjeu, en fait. C'est d'avoir de la cohérence. Et la cohérence, elle est là aujourd'hui, ou on est dans une ambiguïté stratégique qui pose question? Le salon nous donne la déclaration du président de la République au premier jour à l'inauguration du salon, qu'il était nécessaire de produire pour nourrir. Oui. C'est la cohérence. Maintenant, la cohérence, ce seront les actes qui vont se décliner au quotidien, quoi. Mais justement, vous attendez quoi comme acte? Parce que ça fait un an qu'on parle de la crise agricole. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec une de nos invités. Aujourd'hui, quels sont les actes attendus? L'acte prioritaire, hein, c'est comme je l'ai dit, de retrouver des moyens de production, et ça passe aussi par la loi. Hein. Il y a une loi pour lever des entraves en agriculture, et on attend sur les méga-bassines, sur l'eau, sur le phyto. Sur plein de sujets, que ce soit sur les phytos ou que ce soit sur l'accès à l'eau, il faut une vraie politique courageuse qui permette à nos producteurs français de pouvoir être compétitifs. Donc, vous m'interrogez sur l'eau, il faut pouvoir mobiliser de l'eau. Quand on en a en excès, il faut pouvoir la garder pour la réutiliser en période de manque. Et donc là, ça sera une décision courageuse, et c'est ce qui est attendu par les producteurs français et européens. Et vous avez eu des signaux positifs de la part des décideurs politiques en ce sens-là, ou est-ce que c'est silence radio? Comme je vous l'ai dit, le salon a bien commencé avec un président qui a déclaré la nécessité de produire pour nourrir, de marteler l'acte de production et l'importance d'actes de production sur nos territoires. C'est un signal positif. Après le salon, on attend les actes pour affiner ces choses-là, et la réalisation d'ouvrages pour pouvoir stocker de l'eau, d'avoir des moyens de pouvoir produire sur nos territoires, que ça soit et de l'innovation aussi, hein, parce que on n'est pas purement arrêté sur les produits phyto, mais de l'innovation, de la génétique, ce sont des attentes des producteurs. Écoutez, merci. On a avec vous regardé l'ensemble de cette filière maïs. Vous dites maintenant que vous attendez donc des actes à l'issue de ce salon de l'agriculture. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio, toujours en direct du salon de l'agriculture, pour parler ensuite des marchés. Vous faites sans doute le marché, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on est toujours sur Sud Radio et au Salon de l'Agriculture. Notre invité est Olivier Rouvreau, qui lance un nouveau titre de presse, la Gazette des marchés, qu'il vend à la Criée. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, expliquez-nous un peu l'idée derrière cette Gazette des marchés et ce format pour promouvoir le marché en France. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Alexis. L'idée, c'est la promotion des marchés et le changement des habitudes de consommation. Pourquoi sur un format journal? C'est que moi j'ai commencé en fait à aller un petit peu sur les marchés, prendre des photos et vidéos dans le cadre d'une série documentaire pour laquelle j'avais envie de créer du contenu un petit peu sur les réseaux avec. Et je le partage en fait différemment, et c'est un journal qui est à destination du grand public et qui a repris toutes les grandes idées et les grands enjeux des marchés. D'accord. C'est aussi les 5 bonnes raisons d'y aller. Et en fait sur les marchés on a l'enjeu social, qui est un peu l'élément déclencheur au final, contrairement à ce qu'on peut imaginer au premier abord. L'enjeu agricole, c'est le thème du salon aujourd'hui. Voilà. L'enjeu écologique, l'enjeu santé et l'enjeu gastronomique.
Et alors, vous dites, c'est le canard ennemi juré de Tricatel, c'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de sortir les gens de la grande distribution ou de leur dire qu'il y a d'autres façons d'acheter votre nourriture. Alors, c'est fait avec humour et satire, hein, mais évidemment, c'est tellement facile d'aller prendre plein d'exemples assez extrêmes de l'agro-industrie et des supermarchés pour valoriser les marchés. Je valorise pas les marchés que comme ça. J'essaie de valoriser aussi en montrant le beau, l'inspirant. On a des gens passionnés sur les marchés et voilà, je le veux aussi sur ce ton-là. Donc pour l'opposition, j'ai choisi la satire et l'humour avec la référence à Tricatel, que vous connaissez sûrement, j'imagine. Ah, bien sûr, le film où c'est Louis de Funès, c'est ça, qui est patron de Tricatel. Voilà. Où on suit Charles Duchemin qui fait la promotion des restaurants gastronomiques par opposition à la... Voilà. À la malbouffe de l'époque. Voilà, c'est ça. La nourriture en plastique. Et les restauroutes. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve justement dans cette gazette des marchés? C'est des portraits de producteurs, c'est des conseils, Alors, il y a 5 articles de fond sur les 5 enjeux majeurs des marchés dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. D'accord. C'est important pour moi de les décomposer en 5 enjeux parce qu'en fait, pour changer les habitudes de consommation et passer à l'acte, je pense qu'il faut, entre guillemets, convaincre de tous les côtés. Pour l'enjeu social, l'enjeu agricole, l'enjeu social n'est pas suffisant. Le premier frein à aller au marché, par exemple, on dit j'ai pas le temps. C'est pareil que faire ses courses, mais alors c'est pas forcément parce que le marché c'est pas les mêmes horaires. Voilà, c'est pas les mêmes horaires. Ouais. Donc il faut quelque chose un argument. Ok, on n'a pas le temps, mais on va pas au marché uniquement pour faire ses courses. On va au marché aussi pour se retrouver, échanger, boire le café. Voilà. L'enjeu agricole, le soutien aux agriculteurs. Hein, quand on est au marché, on est souvent en contact. Il faut rester vigilant sur les marchés. Tout n'est pas parfait, mais bon, en grande majorité, on est quand même en contact de gens qui sont passionnés, qui vont proposer des produits locaux de très bonne qualité. Donc voilà, pour l'enjeu agricole, c'est très important. Et après, l'enjeu écologique, des circuits courts, il y a beaucoup de choses. Au niveau de la santé et gastronomie, voilà, quand on va sur le marché, on a souvent des gens passionnés par la cuisine, la gastronomie. Mais la gastronomie, c'est pas forcément dans les restaurants étoilés, c'est aussi se faire une cuisine simple mais bonne avec des bons produits à la maison. Avec des produits locaux. Et puis l'aspect local aussi, très important, la filière courte. Vous le disiez, alors c'est pas évident partout, mais est-ce que aujourd'hui le marché retrouve des couleurs Alors oui et non. On voit les AMAP par exemple dans les milieux urbains. Où en est l'état des lieux sur les marchés? Oui et non, il retrouve des couleurs. En zone urbaine, par exemple, on a le développement un peu de halles gourmandes qui peut se développer, ou même de la restauration sur des marchés classiques. Et c'est une bonne chose que les gens aillent au marché d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne chose. Il faut juste que ça tombe pas dans l'excès et que ça laisse la place aux gens quand même qui viennent vendre des produits. Voilà. Et moi je dis à un moment donné, c'est aussi un peu, même si c'est pas une mauvaise chose, c'est un écran de fumée sur la consommation pure qu'on fait sur les marchés. Et pour ça, on a un chiffre au-delà du ressenti qu'on peut avoir. Moi, je suis beaucoup sur le terrain, partout dans la France, sur les marchés. On a un ressenti, on a le témoignage des anciens qui me disent, moi, ça fait 50 ans que je fais le marché. Avant, mon étal, quand je partais en tant que producteur, elle était vide. Maintenant, j'en ramène une partie. Et on a un chiffre. Ça, c'est quoi? C'est le problème du pouvoir d'achat? Qu'est-ce qui fait où il y a moins de consommateurs qui font le marché? Pas du pouvoir d'achat, parce qu'on l'a entendu juste avant. D'habitude de consommation. Bien manger, c'est pas forcément plus cher. Ou en tout cas, c'est moins coûteux. Ce qui a changé, c'est les habitudes, je pense, de consommation. Et au-delà des marchés, on voit encore cette année l'achat de fruits et légumes, même en grande distribution, a baissé, frais. Donc c'est le souci. Et qu'est-ce que je disais juste avant? Je voulais vous dire quoi? Sur l'état des marchés, en fait, s'ils reprenaient de la vigueur ou pas. En valeur, la consommation alimentaire sur les marchés, il y a un chiffre qui existe, c'est moins de 3%, 2,3%. De la consommation totale alimentaire. Donc et le reste, c'est la grande distribution. Voilà. Ah oui. Les magasins spécialisés également, les commerces de proximité, même si on sait qu'il y en a beaucoup moins. Voilà. Mais c'est en majorité à environ 60%. Ça, je me souviens plus du chiffre exact. J'ai pas inondé de chiffres sur la Gazette. Non. J'ai pris celui qui m'intéressait, mais il était décomposé. Et en majorité, c'est la grande distribution. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la saveur des marchés? Pourquoi vous avez choisi en fait de faire ce format-là? C'était pour mettre la lumière sur les marchés ou parce qu'il y a au-delà de ça vraiment beaucoup de choses à dire et un tour de France à faire? Le marché, j'ai commencé à les faire parce que j'étais un passionné de documentaire, j'avais un projet de série documentaire et le sujet des marchés est venu assez naturellement parce que j'y étais tout le temps. Je suis pas fils d'agriculteur. Je m'intéresse pas au sujet agricole. Vous venez plutôt de la production audiovisuelle, hein, c'est ça? C'est ça. C'est en découvrant le marché que vous vous êtes dit, ah là il y a un truc.
je le connaissais déjà, mais je l'ai apprivoisé de façon différente. Et en fait, c'est un prétexte rencontre, le marché, pour moi, à la base. Et c'est en allant sur le marché que j'ai rencontré des producteurs, des commerçants, et j'ai passé en fait 2 semaines en Haute-Savoie avec un producteur de reblochon, 2 semaines avec des sauniers à Noirmoutier, 2 semaines avec des producteurs caprins dans le Gers. Et on rencontre des gens. Et on découvre aussi des choses. Moi, j'aime bien dire, je suis monsieur de tout le monde quand j'appréhende toutes ces problématiques. Et elles sont très compliquées et vastes, ces problématiques. Donc j'aime bien les appréhender avec un œil neuf et creuser les sujets quand même. Ouais. Que ça soit en lisant des articles, en écoutant des podcasts ou autres, mais aussi sur le terrain avec le ressenti des gens. Et voilà. Et faire un mix pour essayer de le restituer de manière populaire, abordable et avec un impact réel au niveau, ok, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour faire un peu mieux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Aller au marché. Aller au marché, ça. Mais alors, vous vendez cette Gazette des marchés à la criée, donc c'est pas évident de le trouver, ce journal. C'est pas évident de le trouver. Comment vous choisissez le marché sur lequel vous allez débouler pour vendre la Gazette? Je vais au bistrot du coin. Ouais. Et on m'indique le bon marché à faire. Non, je choisis de différentes manières. On me recommande. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est depuis que j'ai commencé, donc ça fait 2 ans quand même que j'ai commencé à arpenter les marchés. Et quand j'en parle, j'aime bien parce que tout le monde a son marché. Oui. Vous avez le vôtre peut-être? Bien sûr, le marché de Cray. Ouais. J'aime bien. Voilà. Donc j'ai plein de recommandations tout le temps et on me dit tout le temps, va sur ce marché. Voilà. Et après, c'est en fonction de là où je me trouve, du jour de marché. Ouais. Donc c'est des gens qui vous contactent en disant venez, on aimerait vous voir. Ça peut, ou c'est des choix, de mon initiative, parce que ça m'a inspiré, je trouvais joli, où il y a une personne sur ce marché qui est connue, qui fait du travail exceptionnel. Je me dis, ça va être. Je force un peu les rencontres. Des fois, je sais qu'il y a une personne qui est présente. Je me dis, bon, allez, je vais faire le marché. Ouais. Et voilà. Et qu'est-ce que vous parlez de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques dans le cadre des marchés? C'est quoi les bonnes ou les mauvaises pratiques en l'occurrence? C'est comme partout, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Et moi, je fais la promotion des marchés, etc. Et souvent on me disent, oui, mais sur les marchés, j'ai des détracteurs en fait des marchés. D'accord. C'est trop cher, c'est jamais au bon moment. Puis de toute façon, sur les marchés, on sait qu'il y a des arnaques, les olives, les machins, etc. Et faut lutter contre ça, comme faut lutter contre les dérives un peu partout. Ouais. C'est vrai qu'il y a des marchés à touristes, notamment l'été, où on voit que bon, c'est pas de la production locale, c'est vraiment pour vendre des babioles, des trucs à des gens de passage. Mais moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Il y a une majorité de gens passionnés partout en France sur les marchés, comme sur la grande distribution. Il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est majoritairement du superflu. Il y a des très bonnes initiatives qui existent en grande distribution, sur des marques qui existent ou des labels qui rémunèrent au juste prix leurs produits, les producteurs. Et c'est eux qui ont un impact sur l'enjeu agricole réel aujourd'hui. Donc voilà. Donc on peut aller acheter sa brique de lait au supermarché, mais pour le reste, on va sur les marchés. Et est-ce que vous parliez aussi de changement d'habitude de consommation? Est-ce qu'il y a un aspect générationnel par rapport à une nouvelle génération qui va se désengager du marché, qui va pas prendre l'habitude de faire le marché, ou est-ce qu'au contraire, on va retrouver le plaisir du marché chez les plus jeunes? Ça dépend des marchés et surtout de si c'est urbain ou rural. Mais même dans ce cas-là, moi je trouve qu'il y a toute génération qui se rencontre sur les marchés. Et c'est un truc que j'aime bien sur les marchés. D'ailleurs, dans la Gazette, il n'y a pas de politique si ce n'est celle du bon sens, et c'est le marché avant tout. Ouais. Et ce que j'aime bien sur les marchés, c'est que peu importe sa classe sociale, peu importe sa génération, peu importe ce qu'on pense, chaud ou froid, on peut se retrouver, on peut échanger, on peut parler. Voilà. Et c'est un aspect qui est super important. Si je dis que l'enjeu social était l'élément déclencheur, c'est que je pense au marché de mes grands-parents à Villebois-la-Valette. C'est un village rural comme beaucoup d'autres où au final on a eu une fermeture de beaucoup de commerces de proximité. Ouais. Et le marché est le seul endroit îlot de lien social, une fois par semaine, qui continue d'exister. Ouais. Sans ça, il n'y a plus de café, il n'y a plus de boulangerie. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses. À Villebois-la-Valette, ça va. C'est pas le mais village pour certains mort. Villages, c'est il y a certains villages où c'est la seule chose, voilà. Et quand bien même, même s'il reste encore beaucoup de choses à Villebois-la-Valette, c'est un super village. Ouais. C'est plus ce que c'était avant. Ouais. Quand mes grands-parents y vont, ils disent, tu te souviens comment c'était avant. Voilà. Et moi, j'aimerais bien retrouver des fois, ou en tout cas inciter à retrouver ce côté un peu
les relations sociales d'avant. Du village, c'est Ouais, ça. voilà. Et vous avez retrouvé ça dans certains marchés? Vous avez un marché préféré de tous ceux que vous avez vus? À Villebois-la-Valette, on le retrouve. Ça dépend juste de la période de l'année, quoi. Ouais, non, mais l'été, bien sûr, il fait beau, on va se promener, on le retrouve un petit peu. J'y étais encore il n'y a pas si longtemps en hiver, c'est triste. Ouais, en même temps, c'est pas la même production de fruits et légumes, c'est pas non plus les mêmes produits. Puis on n'a pas forcément envie de faire le marché quand il fait moins 2 degrés. C'est un peu ça aussi. Alors moi, j'ai tendance à dire, peu importe le temps, peu importe la saison, tant qu'il y a des commerçants, il y a marché en fait. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là. Et très tôt le matin, c'est quand même un travail incroyable d'installer son étal, de faire le marché et puis de repartir. Merci beaucoup, Olivier Rouvreau, pour ce zoom sur la Gazette des marchés. Ce journal que vous trouvez à la criée sur les marchés, à l'entrée aussi du Salon de l'Agriculture et aussi sur Internet. Il est Alors il y a un abonnement participatif qui existe pour l'ensemble du projet, que ce soit la série documentaire, un format d'émission et le journal. Et effectivement, ceux qui sont abonnés au financement participatif, s'ils me le demandent, je leur envoie par la poste. Eh ben très bien. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et se retrouver pour la deuxième partie de l'émission à 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on continue en direct du Salon de l'Agriculture sur Sud Radio avec notre invité Laurence Marando, la porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait une action à l'instant sur le salon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, la Confédération Paysanne avec un grand groupe d'apicultrices, d'apiculteurs et de paysannes et paysans, on a souhaité absolument montrer notre colère sur les décisions qui viennent d'être prises ou qui pourraient être prises sur des reculs extrêmement grave au sujet des pesticides. Par exemple, l'autorisation du retour des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides reconnus tueurs d'abeilles, qui sont interdits en France et que certains là, au Sénat, à l'Assemblée, souhaiteraient faire revenir. Voilà, c'était pour montrer. On est venu sur le stand d'un stand juste à côté de nous ici, où il y a 18 fournisseurs, vendeurs de pesticides en France, leur amener des abeilles mortes et expliquer combien la question des pesticides est difficile pour les agriculteurs eux-mêmes d'abord, pour des questions de santé, bien sûr, pour des questions d'environnement et pour des questions des pollinisateurs et des abeilles. Mais pourquoi ce recul alors qu'on pensait avoir quand même réussi à mettre ces néocotinoïdes derrière nous? Pourquoi ce retour de particulièrement cet insecticide? Alors je pense qu'il faudrait le demander à ceux qui demandent ce retour. C'est effectivement complètement inconcevable. Mais qui demande ce retour? Quels sont les producteurs qui demandent ce retour? Globalement, les producteurs de betteraves, les néonicotinoïdes sont extrêmement utilisés dans la production de betteraves. On convient parfaitement qu'il y a des complications techniques. Ce qu'on appelle, nous, à la Confédération Paysanne, c'est l'interdiction des molécules les plus dangereuses. Les néonicotinoïdes en font partie. Un accompagnement fort pour trouver des alternatives au sens large. On ne remplace pas forcément une molécule par une autre, mais ça peut être d'avoir plusieurs cultures qui se succèdent différentes, d'avoir des espaces de biodiversité pour avoir les prédateurs des insectes qui nous embêtent, et puis surtout des prix rémunérateurs, parce que sans revenus, on a du mal à faire face aux difficultés, on aura du mal à faire évoluer nos pratiques et à nous passer des pesticides. Donc c'est d'abord ce qu'il nous faut, c'est des prix du revenu pour éviter ça. Et on imagine bien que ceux qui souhaitent le retour, c'est ceux qui ne veulent pas affronter courageusement la question des prix. Nous, on a des politiques sur les prix plutôt qu'une politique pour le retour des pesticides en général. Mais justement, on a l'impression, de cette crise agricole qui couve, qui a éclaté depuis un an, ce qu'il en ressort, c'est que les pouvoirs publics vont dire on va déréguler davantage et on va vous autoriser à polluer plus. C'est pas une réponse, ça. Pour nous, Confédération Paysanne, c'est absolument pas une réponse. C'est même cacher le fait qu'on refuse de voir la réalité en face et de prendre des mesures politiques structurelles fortes pour protéger les prix, la rémunération des agriculteurs, et que comme ça, on l'affronte pas. On se dit, vous allez vous battre sur les marchés, on vous donne plus de pesticides, on dérégule largement, et sur les règles environnementales, mais aussi sociales, sur notre rémunération, nos conditions de travail. On répond pas à ça. On assouplit les règles. Et c'est vraiment pour nous d'une très grande irresponsabilité politique et de mettre en danger les agriculteurs. Parce que je le redis, les premières victimes des pesticides, c'est les agriculteurs. Et ça
handicape complètement la façon de voir autrement les choses et de pouvoir continuer à produire demain, après-demain ou dans quelques générations. Ouais, mais pourquoi il y a ce déni aussi des autorités sur la question sanitaire de ces produits chimiques en disant que finalement, bon, c'est pas une vraie question. On a vu dans l'affaire du chlordécone sur la banane le déni de justice des victimes de ce produit. C'est pareil pour le reste des produits qui facilitent la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Comme si c'était normal finalement et que ça faisait partie des risques du métier. Et nous, on dénonce fortement le fait qu'on ne peut pas considérer comme normal que des agriculteurs s'empoisonnent, que des sols sont empoisonnés, que des enfants naissent avec des malformations, qu'il y a une surincidence de certaines maladies liées à l'utilisation des pesticides. C'est effectivement un déni dramatique, extrêmement dangereux et qui, pour nous à la Confédération Paysanne, on pense qu'on continue à utiliser les pesticides comme un outil pour nous battre sur des marchés mondiaux et pour ne pas affronter la question des prix. Ouais. Et c'est vraiment, on est dans le mur sur la question des pesticides. C'est aussi la question de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, ça nous coûte des milliards chaque année en France, des centaines de millions, à essayer d'avoir de l'eau à peu près potable au robinet, et on est au bout de ce système. On ne sait même plus comment décontaminer. Donc il y a en plus, il y a des coûts, il y a des villages qui sont privés d'eau. Complètement. Il y a des coûts qu'on supporte chacun d'entre nous, citoyens, dans nos impôts pour pallier, pour essayer de corriger les effets des pesticides. Ouais, mais alors, on a l'impression quand même que aujourd'hui, du côté des pouvoirs publics, on regarde plutôt sur les accords de libre-échange internationaux, sur la dérégulation. Est-ce que vous êtes entendu quand même sur cette qualité, sur cette question des prix ? Pas complètement. Nous, du coup, on est sur le salon de l'agriculture. Il y a un an pile, le président Macron, c'était un peu une réponse à des demandes de notre part, a annoncé des prix planchers. Et on est venu lui dire la semaine dernière en inaugurant le salon où sont passés les prix planchers. Il dit qu'il les a pas enterrés, il vous l'a dit à vous, la presse, mais n'empêche que s'ils sont pas enterrés, en tout cas, il n'y a eu aucune avancée durant toute cette année pour améliorer les prix, ni Egalim, ni les négociations commerciales. Tout ça n'a aujourd'hui aucun effet. Donc il y a eu sur la rémunération. Que du blabla, que des annonces, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait sur des prix minimum garantis pour les agriculteurs. Rien au moment où on se parle. Et est-ce qu'il y a eu des choses positives quand même depuis janvier dernier pour le monde agricole ? La seule chose que je pourrais souligner comme positive, mais c'est quelque part un dû, c'est des mesures d'urgence, des aides d'urgence pour les éleveurs qui avons été touchés par la fièvre catarrhale, qui avont perdu des troupeaux, des aides d'urgence suite en partie à des calamités, parce qu'on sort quand même d'une année climatique extrêmement dure. Beaucoup d'agriculteurs ont perdu des récoltes, des faibles rendements, donc il y a eu des aides d'urgence. D'urgence, ça porte bien son nom. Donc voilà, c'est pour passer ce moment-là, mais ça permet pas d'envisager sereinement d'avoir une visibilité pour nous, pour les années qui viennent. Et vous attendez quoi aujourd'hui des pouvoirs publics ? Des prix. Ouais, ça reste donc c'est la boussole totale. Sans prix, sans revenu, on ne gardera pas d'agriculteurs. Sans prix, sans revenu, on n'installera pas. Il n'y aura pas de renouvellement des générations. On n'arrivera pas à remplacer. C'est déjà un problème aujourd'hui. Mais ça l'est déjà, bien sûr. Tous ces agriculteurs qui vont bientôt partir à la retraite, et sans revenu, sans prix, on ne pourra pas faire de la transition agroécologique. On ne pourra pas protéger nos sols. On ne pourra pas se donner les moyens de continuer à produire dans les années qui viennent. On ne pourra pas non plus, pour revenir à la première question, sortir des pesticides, trouver des alternatives. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de cette improvisation des pouvoirs publics la pensée de dire finalement l'agriculture c'est mondial et on n'en a que faire d'une agriculture française. On se débrouillera avec les traités de libre-échange pour importer les produits qu'on ne fait plus. Clairement, on a cette analyse qu'on est la variable d'ajustement, même si c'est le président Macron s'en défend, que les agriculteurs, nos produits et des prix sont clairement la variable d'ajustement sur un marché mondialisé. Nous, à la Confédération Paysanne, on est absolument opposés à ces divisions. On parle clairement d'agriculture, d'alimentation, de souveraineté alimentaire. Et pour nous, ça appelle des politiques de protection, de régulation des marchés pour pouvoir continuer à produire demain et nourrir la population. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire. On sait le faire avec moins de pesticides. On sait en France encore produire des fruits et des légumes de l'élevage. Mais à continuer cette politique d'accord de libre-échange, de faire rentrer des produits traités comme on ne le fait pas en Europe, on va bientôt disparaître. Et là, on sera en grande difficulté. L'agriculture, l'alimentation requièrent des politiques de protection. Et justement, la France, elle est prise aussi par ces politiques européennes. Est-ce qu'il y a du bon dans les politiques européennes agricoles ?
Il y a du bon, il y a un budget et travailler en européen pour se donner des ambitions communes, éviter la concurrence déloyale entre nous pays européens, ça nous semble être le bon chemin, absolument. Et d'avoir un budget conséquent, c'est le sujet en ce moment, on a vu le commissaire hier, ce cadre financier pour l'Europe, avec un budget dédié à l'agriculture et des règles communes, en tout cas discuter ensemble, ça nous semble important. Sinon, on va rentrer aussi, on l'est déjà, on va encore exacerber la concurrence entre nous et on n'aura rien à y gagner, ni nous, agriculteurs français, ni les Espagnols, ni personne. Parce que c'est déjà le cas, on se rappelle des convois arrêtés à la frontière de fruits espagnols, etc. Aujourd'hui, ça s'est calmé, cette guerre-là, ou est-ce que c'est toujours le cas ? Alors pour nous, il n'est pas question de guerre, de guerroyer avec nos collègues espagnols ou d'où que ce soit, parce que tous on est embarqués dans les mêmes difficultés. Donc c'est plutôt collectivement en européen et de pouvoir avancer des choses ensemble pour ensemble pouvoir revendiquer, accéder à une rémunération, à pouvoir vivre de notre travail, à pouvoir faire face au dérèglement climatique. C'est pas ensemble, c'est pas en se battant aux frontières en fait. Ouais, et ça aujourd'hui, quand on voit la façon, la rapidité avec laquelle Madame von der Leyen est allée signer le Mercosur, on n'a pas l'impression que c'est pour protéger les agriculteurs qui sont là vraiment une variable d'ajustement dans l'industrie européenne, etc. Ah, carrément, c'est le meilleur exemple, l'avancée du Mercosur, on le sait tous, c'est un traité, nous on a fait des actions à l'automne, limousine contre limousine, des bagnoles contre des vaches, pour bien montrer dans le symbole combien c'était insensé cet accord, à tel point que même l'Europe prévoit une espèce de fonds de compensation parce qu'on sait déjà les effets dramatiques que ça aura, en particulier sur l'élevage européen. C'est pas possible de condamner des filières de cette façon. Mais c'est ce qui est prévu malheureusement. Et nous on s'est mobilisé depuis toujours. Enfin, la Confédération paysanne, le démontage du McDo en 99, c'était déjà pour dénoncer ces dérégulations, cette mise sur le marché mondialisé sans protection aucune de matières premières agricoles. Voilà, on reste extrêmement mobilisé, mais en face, il y a un agenda d'ultralibéralisation, de dérégulation qui est à l'œuvre et qui est dangereux pour toutes les populations, pour nous en Europe, mais également pour nos camarades d'Amérique du Sud. Bien sûr, qui vont eux aussi être des variables d'ajustement. Est-ce qu'il y a quand même des messages positifs, des signaux positifs que vous voyez pour une agriculture plus responsable et qui permettrait de faire vivre les agriculteurs ? Alors j'en vois deux. Spontanément. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de crise des vocations. On voit dans nos réseaux, dans nos départements, sur le terrain, beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs en reconversion, qui ont envie de ce métier, qui ont envie de produire de façon plutôt durable. Après, il faut qu'ils soient accompagnés et qu'on puisse aboutir sur des projets viables. Le deuxième, c'est qu'on sait faire, on sait produire durablement. Et la majorité, contrairement à ce qu'on pourrait entendre parfois dans certaines manifestations ou certains dirigeants syndicaux, des chercheurs nous disent que 70 à 80% des agriculteurs français sont prêts, ont besoin de faire évoluer leur système, leur ferme, à cause du changement climatique, à cause de ces nouvelles données. Et pour ça, il faut deux choses. Il faut des prix, il faut être rémunéré et il faut être accompagné pour ça et avoir des signaux qui vont dans ce sens-là. Et aujourd'hui, les signaux qui nous arrivaient du Parlement et du gouvernement ne sont pas dans ce sens-là et c'est vraiment faire offense à la majorité des agriculteurs français. Eh bien, merci beaucoup Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait un point sur cette crise agricole au Salon de l'Agriculture. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec notre invité pour cette deuxième heure, Henri Guénaud, pour parler bien sûr agriculture, mais aussi géopolitique et politique nationale. À tout de suite sur Sud Radio. Sans réserve, l'invité. Et on se retrouve en direct du Salon de l'Agriculture avec notre invité Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord on va commencer par ce sujet agricole. On a reçu ici la filière de l'élevage bovin, le maïs, la Confédération paysanne qui nous disait qu'il y avait encore beaucoup à faire pour les prix. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque sur la filière agricole française de par le Mercosur qui a été largement critiqué et qui pourtant est encore dans les tuyaux, ou est-ce que les pouvoirs publics vont se ressaisir et protéger l'agriculture française? Je crois que les pouvoirs publics depuis très longtemps se moquent du monde parce qu'ils promettent, mais ils ne tirent jamais les conséquences de leurs promesses. C'est-à-dire que la plupart des promesses qui sont faites sont des promesses qui ne peuvent pas être tenues dans le cadre juridique et politique actuel. Voilà, c'est l'histoire des Galim. Bon,
peut toujours dire qu'on va faire beaucoup de contrôles et poursuivre les distributeurs qui vont s'alimenter, se fournir sur des plateformes en dehors de la France, mais sauf que le droit européen donne raison aux producteurs, donc il faut aux distributeurs. Donc je pense qu'il faut arrêter de se moquer du monde. C'est pareil, il en va de même pour les traités de libre-échange. L'Europe se targue d'avoir signé le plus grand nombre de traités de libre-échange. Chaque traité, le bilan de chaque traité, nous dit-on, est positif, et à la fin, c'est un désastre. Donc on se moque encore du monde. C'est-à-dire que ces traités ne sont pas tous bénéfiques. Et il faut arrêter de dire que voilà, tout va très bien, que ça ne peut pas aller mieux. L'Europe est la zone la plus ouverte du monde, et c'est une zone de dépression économique constante comparée aux États-Unis ou aux autres pays de la planète. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment arrêter de se moquer du monde, prendre conscience de l'importance du phénomène, prendre conscience de l'importance de l'agriculture qui est économique bien sûr, mais qui va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de civilisation, il y a un enjeu de culture qui est très profond. Ça n'est qu'en ayant pris conscience, au-delà des discours convenus, de cette importance, qu'on finira peut-être par prendre des mesures nécessaires, même si elles sont politiquement très difficiles à prendre et à assumer. Oui. Mais vous regardez le Japon, par exemple, le Japon a une agriculture qui n'est pas rentable, et pour autant le Japon a protégé énormément son agriculture parce qu'elle fait partie de sa culture, parce que c'est l'agriculture qui a façonné les paysages. Elle est très profondément, elle imprègne très profondément la mentalité japonaise, et nous, elle imprègne aussi, que nous voulions ou non, nos façons d'être au monde, nos façons de penser. Nous sommes une vieille société paysanne. Voilà, donc là, il y a vraiment un effort à faire considérable, mais on ne le fera pas si on ne va pas plus loin dans l'analyse et dans la prise de conscience. Une rupture, parce qu'on voit évidemment l'attachement des Français à leurs agriculteurs, à l'agriculture, au terroir. Il n'y a qu'à voir le succès du salon de l'agriculture, mais même en général, hein, la vie quotidienne. On avait la Gazette des marchés pour parler de ce lien de sociabilité qu'est le marché, et de l'autre côté des élites politiques et commerciales qui pensent monde globalisé, qui font des agriculteurs une variable d'ajustement et qui ne défendent pas à la hauteur ces agriculteurs. On voit bien qu'il y a un fossé là. Oui, mais c'est une erreur constante depuis plusieurs décennies. L'erreur, c'est de penser que d'abord, c'est de penser qu'on pouvait tout ouvrir sans précaution, en se mettant en concurrence avec des pays et des producteurs qui n'avaient pas les mêmes règles, pas les mêmes contraintes, pas de protection sociale, qui avaient des monnaies souvent dévaluées. Donc ça la façon dont nous avons fait la mondialisation était une erreur et qu'il faut corriger, parce qu'elle est en train de détruire toutes les sociétés occidentales, et pas seulement en Europe. Regardez les États-Unis. Donc là, il faut complètement changer de point de vue. Et d'autre part, on a passé des décennies à penser que la seule réponse à la faiblesse du pouvoir d'achat, c'était des prix bas. Oui. Bon. Et moi, je me souviens d'une discussion avec Mario Monti il y a des années, qui a été le commissaire à la concurrence européen, et à chaque phrase il disait c'est l'intérêt du consommateur. Et je lui avais dit un jour, mais c'est très intéressant l'intérêt du consommateur, mais quand le consommateur il a plus de travail et plus de salaire, c'est quoi le consommateur? Donc c'est pas une solution. Voilà, la solution des prix bas, toujours plus bas, n'est pas une solution. Non, elle se retourne contre le consommateur, qui est aussi un producteur. Voilà, qui perd son travail, qui voit écraser par la concurrence ses salaires, son salaire. Voilà, donc, mais là, il y a vraiment un virage à prendre qui est considérable, et c'est un virage politique, mais aussi intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut penser l'économie autrement, et la question sociale autrement. Voilà, et si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne vont pas acheter des produits d'une agriculture qui coûte plus cher,
même si elle est de bien meilleure qualité. Ils n'ont pas les moyens, pas le choix. De toute façon, ouais. Voilà. Mais est-ce que justement il n'y a pas un événement qui fait que ce virage va être pris de force, de gré ou de force? C'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui va mettre des droits de douane un peu partout, qui déclare la guerre à l'Union européenne, enfin la guerre entre guillemets, mais en disant l'Union européenne, vous êtes là contre les intérêts américains, et la réponse des Européens, c'est mais pas du tout. Regardez, notre marché est ouvert. Au lieu de dire bah oui, si c'est ça, bah nous on est là pour se protéger aussi. Et on n'a pas l'impression que aujourd'hui ça connecte dans la tête des responsables européens de ce changement de paradigme. Le protectionnisme, pour le meilleur ou pour le pire, revient partout dans le monde. De toute façon. Dans le monde, parce que ce qu'on a mis en place, le libre-échange c'est toujours mieux, c'est très bien, mais la façon dont on l'a fait et ce qu'on a mis en place aujourd'hui détruit les sociétés. La plupart des pays en ont conscience, surtout les pays développés, et les États-Unis nous montrent un peu le chemin à suivre. Le problème, c'est c'est très difficile de gérer la transition. Oui. Parce que protéger, c'est bien à condition d'avoir encore la production ou de pouvoir reconstituer la production. Sinon, ça ne fait qu'augmenter les prix et ça ne résout pas le problème. Donc, si on se protège, il faut qu'en même temps, on développe, c'est vrai pour l'industrie, l'agriculture, mais et ça, là encore, il n'y a pas de prise de conscience et il n'y a pas de stratégie pour à la fois protéger et développer une production nationale. Alors, pour l'industrie, c'est une évidence, et pas seulement pour les industries traditionnelles, mais l'industrie agroalimentaire, c'est la même chose. Donc, on se retrouve dans une espèce de piège et de cercle vicieux qui est en train de tout détruire. Alors, la façon dont le fait Donald Trump, elle est à mon sens trop brutale. Enfin, la vraie guerre commerciale n'est bonne pour personne, comme la guerre tout court. Bon, mais en tout cas, il nous oblige à réfléchir et à repenser notre façon de voir les choses. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Enfin, on reste sur une vision du monde qui a changé. Voilà. Mais encore une fois, c'est parce que c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'agriculture. Si vous ne pensez pas à l'importance de ces productions sur le sol national, vous ne faites rien. Voilà. Et au fond, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon, l'agriculture, c'est ringard, c'est le passé. De toute façon, si on a besoin, on achètera et pas cher ailleurs. Oui, et pareil pour l'industrie. On se dit l'industrie, ça pollue, c'est pas bien. Vous vous rappelez, c'était la France sans usine. La Chine va tout produire. Les pays développés. Voilà, ce sera l'atelier du monde. Mais justement, aujourd'hui, on voit bien que avec un temps de retard, certains réagissent. Emmanuel Macron souhaite réindustrialiser la France. C'est très lentement, avec surtout des investissements étrangers. Est-ce que c'est possible de réindustrialiser aujourd'hui? Et puis, deuxième piège, c'est parler de souveraineté européenne et d'oublier la souveraineté nationale. Et on a l'impression que là, c'est un peu encore un cercle vicieux qui se met en place, de dire Mais là encore, c'est le problème qui se pose, c'est celui de la façon de penser. D'abord, il n'y a pas une souveraineté européenne et une souveraineté nationale. La souveraineté, ça ne se divise pas, ça s'additionne pas. Ou elle est nationale ou elle est européenne. Voilà. Bon, c'est un absolu, la nationalité, la souveraineté. Et la seule chose qui se superpose, c'est la souveraineté de l'individu et la souveraineté de la nation. Enfin, en tout cas, la souveraineté d'un peuple. Il n'y a pas de peuple européen, il y a des peuples nationaux, et donc la souveraineté, elle est dans la nation. Et plus on essaye de la noyer dans une souveraineté européenne, plus on perd la maîtrise de notre destin. Et c'est vrai dans tous les domaines, ça va de l'immigration à l'agriculture, en passant par l'industrie. Oui, on peut réindustrialiser, oui, on peut redresser notre agriculture, et oui, on a besoin de l'État pour ça, et on a besoin de sa capacité à mobiliser des capitaux, à mettre en place des protections raisonnables pour protéger certains secteurs, et puis on a besoin que l'État fasse une politique macroéconomique qui permette de voir remonter le pouvoir d'achat des Français. Pas de pouvoir d'achat, personne pour acheter des produits industriels ou des produits agricoles qui sont un peu plus chers qu'ailleurs si les frontières sont ouvertes. Mais est-ce que c'est possible d'avoir cette politique-là dans le cadre des traités européens actuels? Quand on voit par exemple le scandale du prix de l'électricité, où la France a un avantage comparatif du fait du parc nucléaire, et par le biais des taxes du marché unique de l'électricité, on se retrouve à payer 3 fois plus une électricité. Mais ça c'est une des plus grandes aberrations de tout ce qu'on a pu faire, puisqu'on en est arrivé à subventionner
à obliger EDF à subventionner ses concurrents pour qu'ils fassent concurrence. Donc, on marche sur la tête. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne sommes toujours pas sortis du marché unique de l'électricité. C'est un marché de règles. Donc on peut produire... Avant, on produisait à bas coût et on vendait, au moins chez nous, à bas coût. Bon. Maintenant, on produit à bas coût et on vend au prix du marché et en plus, on subventionne les concurrents. Bon. Et le prix du marché européen, il est en général... Même s'il est très volatile, il est en général supérieur à notre coût de production. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a investi pendant des décennies et des décennies, finalement, pour rien. Bon. Il faut en sortir. Mais comme personne n'arrive à penser cette question sérieusement, on n'en sort pas. On vous renvoie à la figure que mais si on sort du marché unique, on ne pourra plus exporter notre production électrique quand on en a trop, et on ne pourra plus importer quand il nous en manque. Mais ça n'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec les interconnexions et la capacité d'aller sur le marché pour ajuster l'offre et la demande. C'est pas pareil d'intégrer dans le prix final 10% de ce qu'on vend, ou de tout vendre, de vendre 100% au prix du marché. Tout ça est totalement absurde, et là encore on se moque du monde. Mais si on ne veut pas tirer les conséquences de tout ça, il y a un autre sujet qui est plus général et qui touche tous les secteurs, c'est le problème de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que est-ce que le droit européen, est-ce que les conventions internationales, est-ce que les traités sont tous et systématiquement supérieurs à la loi française? Et s'ils le sont, ça veut dire que le législateur ne sert plus à rien. Voilà, on va en parler justement de ces normes et de l'international dans un instant. On va marquer une courte pause et on va se retrouver en direct du Salon de l'Agriculture avec notre invité Henri Guénaud. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve toujours en direct du Salon de l'Agriculture sur Sud Radio avec Henri Guénaud. On parlait à l'instant de cette hiérarchie des normes qui pose question. Qui décide en France finalement? Est-ce qu'encore le législateur a son mot à dire? Quand on voit le spectacle de l'Assemblée nationale, on peut se poser des questions. Mais alors ça ne tient pas qu'au spectacle actuel de l'Assemblée nationale. Ça tient à l'organisation juridique dans laquelle nous sommes impliqués aujourd'hui et que nous avons accepté de traiter en traité, de jurisprudence en jurisprudence, et qui fait qu'en fait, dans beaucoup de domaines, ça n'est plus le législateur qui décide, c'est le juge, et qui peut écarter la loi française parce que il y a une loi européenne, enfin un règlement européen ou une directive européenne, parce qu'il y a une jurisprudence de la Cour de justice, parce qu'il y a une convention internationale. Voilà. Et donc là encore, on se moque du monde. C'est-à-dire que la seule façon de rétablir la responsabilité politique, c'est-à-dire arrêter avec ce système dans lequel la veille de l'élection, on vous dit vous allez voir ce que vous allez voir. Et le lendemain des élections, vous dites c'est pas moi, j'y peux rien. Il y a les juges, il y a l'Europe. La seule façon d'arrêter ça et de reprendre en main à la fois la responsabilité politique et notre destin, c'est de changer ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et de revenir à ce qui était au début de la Ve République le rapport entre la loi française et on peut dire la loi internationale ou la loi européenne. À l'époque, on disait c'est la dernière volonté du législateur qui doit l'emporter. Bon. C'est-à-dire, si le traité il est postérieur à la loi, c'est lui qui l'emporte, puisque le législateur a décidé de le ratifier. Et si c'est la loi qui est postérieure au traité, c'est la loi qui l'emporte. Ça suppose d'avoir le courage de changer l'article 55 de la Constitution. Ça suppose aussi, si on veut y arriver, de le faire par l'article 11. Alors c'est un peu abscon pour beaucoup de gens, mais il y a deux solutions pour changer la Constitution. L'article 89 qui oblige les deux assemblées à voter en termes identiques. Ensuite, il y a un congrès. Le président peut choisir soit le référendum, soit le vote par le congrès au 3/5. Bon. Et si vous faites ça, vous n'y arriverez jamais. C'est ça. Vous ne toucherez jamais à ça. Voilà. Et donc la seule façon, c'est de faire ce qu'a fait le général de Gaulle en 62. Pour l'élection du président de la République au suffrage universel, où il avait tous les notables contre lui. Il a choisi l'article 11, qui permet au président de la République de saisir directement le peuple par référendum. Voilà, en disant, écoutez, voilà, dans l'article 11, on parle de l'article 11, il concerne l'organisation des pouvoirs publics. La Constitution, c'est l'organisation des pouvoirs publics. Donc c'est vous qui allez trancher. Voilà. Et c'est la seule solution. Mais il faut bien comprendre qu'on va se heurter à un mur aussi haut que celui auquel s'est heurté le général de Gaulle en 62, avec des gens qui vont dire c'est inconstitutionnel, c'est un coup d'état juridique, enfin tout ce qu'on voudra. Mais si on ne fait pas ça,
on ne va pas s'en sortir et la crise de la démocratie, elle ne va cesser de s'aggraver. Mais d'ailleurs, on le voit, enfin, Emmanuel Macron passe son temps à faire des promesses de référendum. Tous les ans, il annonce un référendum qui n'a jamais lieu et il n'a pas de sujet. Et pourtant, c'est pas les sujets qui manquent. Voilà, alors là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas besoin de changer la Constitution, par exemple, sur les retraites. Il n'y avait pas besoin. Le président de la République aurait dû, devant les divisions que ce projet de loi provoquait, il aurait dû dire... Français, c'est vous qui allez trancher. Ça, l'article 11 le permet très bien. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution. Il ne s'agit pas de poser une question en l'air. Il s'agissait de mettre le projet de loi de réforme des retraites au référendum. Voilà, le soumettre et les Français disent oui, non. Et puis s'ils disent non, on fait autre chose. Mais ça suppose aussi que le président de la République ait conscience que son devoir, son premier devoir, c'est de garantir l'unité de la nation et non pas de la diviser. On en est loin. Autre question de règles internationales. En ce moment, il y a cet imbroglio perpétuel entre la France et l'Algérie avec les OQTF, obligation de quitter le territoire français de nationalité algérienne, refusée systématiquement par l'Algérie. Là encore, on a l'impression que l'État français ne peut rien. Bruno Retailleau passe son temps à faire des annonces et puis la réalité, c'est qu'il ne se passe rien. Non, alors la vérité, c'est qu'il ne peut pas grand-chose par la voie qui a été choisie. C'est-à-dire que c'est bien... On ne peut pas faire de la diplomatie avec des États qui sont des États souverains. Et je vais revenir sur les difficultés que ça pose, en particulier avec l'Algérie. Ça ne sert à rien de se taper sur la poitrine en disant vous allez voir ce que vous allez voir. On voit, c'est-à-dire rien. Rien, vous ne pouvez pas lancer des ultimatums, ne sert à rien. Si on lance un ultimatum à la France, elle dira non. Donc ça n'est pas une solution. Et on peut appeler ça de la fermeté, mais ça n'est pas de la fermeté. Voilà, les discussions, les pressions, les marchandages, parce que la diplomatie se fait aussi avec des marchandages, elles n'ont rien à faire sur le théâtre de la scène publique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Non, tout se passe, et puis d'autre part, il faut bien comprendre que aussi inadmissible que soit la position algérienne, l'Algérie n'est pas dans la situation par rapport à la France de la Colombie par rapport aux États-Unis. Donc quand on me dit il faut être ferme, il faut les forcer, il faut établir un rapport de force. Et je réponds, mais très bien, alors on fait quoi? Sur quelle base? On fait quoi? Je veux dire, on envoie quelqu'un là-bas, ils ne le veulent pas. Ils le renvoient. Là, il est question des visas, oui, mais faire on un peut, moratoire, etc. Tout ça ne va pas changer profondément les choses. Et nos moyens dits de fermeté sont très limités. C'est-à-dire le rapport de force, l'ultimatum, ça marche quand vous êtes capable d'écraser le pays auquel vous vous adressez. Ça n'est pas le cas. Et nous payons aussi dans cette histoire l'évolution de la géopolitique mondiale et le rôle que nous avons décidé d'y jouer depuis quelques années. Je pense en particulier à la question russe. Parce que qui est le principal allié de l'Algérie? Qui fournit tout l'armement algérien? Qui déverse beaucoup d'argent sur une partie du pouvoir algérien? La Russie. Et la Russie, tout a changé dans cette région du monde. La Russie, nous étions partout dans le Sahel. On s'est fait jeter dehors de partout, et c'est la Russie qui a pris la place. Les États-Unis aussi et la Chine. Alors, il y a aussi les États-Unis et la Chine, on va y venir, mais l'acteur majeur, c'est la Russie qui n'a pas de cadeau à nous faire. Et voilà, quel moyen on a si on est définitivement fâché avec la Russie? De faire pression sur le pouvoir algérien, qui est un pouvoir, encore une fois, qui a tous les défauts. Mais est-ce que c'est pas inquiétant? D'ailleurs, on voit les Américains reviennent en force. Bien sûr. En Algérie. Ils reviennent en force aussi parce qu'ils sont en train de se réconcilier avec les Russes. Et ça, justement, c'est ce qui se passe actuellement. On voit bien que Donald Trump décide de changer totalement, de précipiter un accord de paix en Ukraine, de reprendre des négociations commerciales avec la Russie, d'arrêter avec les sanctions. Et dans le même temps, les Européens continuent, 16e paquet de sanctions. Et on a un ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui dit moi, je ne répondrai pas à Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, s'il m'appelle, j'ai autre chose à faire. Enfin, c'est pas de la diplomatie, ça. Non, mais la grande erreur de l'Europe et des dirigeants européens depuis très longtemps, et ça date même d'avant l'Ukraine, c'est que, vous savez, pour régler les rapports entre les peuples sur la scène internationale, comme d'ailleurs à l'intérieur des pays, il y a trois étapes. La première, c'est le droit.
faites un procès. Mais le droit suppose soit que vous ayez des moyens de coercition pour obliger tout le monde à obéir au droit, ce qui sur la scène internationale n'est pas le cas, et notamment quand vous avez des puissances nucléaires en face de vous, soit que tout le monde soit d'accord pour faire trancher le litige par un tribunal ou une cour d'arbitrage. Bon, il se trouve que ça n'est pas le cas non plus. Après, la deuxième étape, c'est la diplomatie, quand le droit échoue, la diplomatie et la politique. Mais ça suppose qu'on marchande, ça suppose qu'on se salisse les mains en allant serrer les mains de gens qui ne sont pas forcément convenables. On le fait avec la Syrie, par exemple. Le nouveau pouvoir syrien, ancien djihadiste, est accueilli à bras ouverts. C'est même pas à bras ouverts, c'est qu'il faut faire, comme disait le général de Gaulle, c'est la politique, elle se fait à partir des réalités. Et il disait d'ailleurs quelque chose de très juste, il disait la France ne reconnaît pas les régimes, elle reconnaît les États. Bon, et ça, on a tenté de tout dépolitiser. Parce que dans cette zone grise où finalement on marchande, on essaie de bricoler des solutions qui permettent d'économiser des affrontements, des violences, tout ça est devenu pour les Européens et les élites européennes quelque chose d'inacceptable. Donc, mais si vous n'avez pas ça, vous passez tout de suite du droit à la guerre. C'est ce qui se passe avec cette posture morale permanente, en fait. Mais oui, sauf que la guerre, c'est pas moral. Non, mais c'est bien tout le problème. On voit les Européens qui voudraient poursuivre cette guerre en Ukraine sur des principes de moralité, de valeurs européennes, qui perdent finalement... Les valeurs, elles sont pour nous. Vouloir les imposer au reste du monde n'a aucun sens, sauf à vouloir faire la guerre au monde entier. Le droit international, par exemple, c'est nous qui l'avons créé. Nous ne le respectons que quand ça nous arrange. Ça, oui. Et tous les pays du Sud disent, oui, mais c'est 2 poids 2 mesures. Le droit international, il était où au Kosovo? Le droit international, il était où en Irak? Il était où en Afghanistan? Donc ça n'a pas de sens. Là. Le Haut-Karabakh, c'est du droit. Le droit international était du côté des Azéris. Mais enfin, c'était pour protéger une frontière. C'est pour reconnaître une frontière qui a été dessinée par Staline. Et le droit du peuple arménien, en revanche, il a été totalement bafoué. Ils étaient là depuis plus de 3000 ans. C'est le droit des peuples contre le droit de l'intangibilité des frontières. Tout ça n'a pas de sens. Il faut, je veux dire, c'est une hypocrisie. On redécouvre qu'il y a des rapports de force sur la scène internationale. Mais il y en a toujours eu, sauf que depuis plusieurs décennies, on les dissimule avec l'hypocrisie du droit international quand ça nous arrange. Donc, il vaut mieux faire de la politique, il vaut mieux faire de la diplomatie, essayer de bricoler, plutôt que de confier la solution des problèmes à la Cour pénale internationale qui aboutit à ce que plus rien ne soit négociable. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec Henri Guénaud en direct du Salon de l'Agriculture. A tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec Henri Guénaud en direct du Salon de l'Agriculture. On parlait avant la pause de cette diplomatie folle, enfin incompréhensible finalement, ou inexistante de l'Union européenne et même de la France avec certains partenaires. Qu'est-ce qui fait qu'on continue finalement, que nos élites françaises continuent de s'enferrer dans cette erreur ? Mais c'est pas la première fois. Nous sommes en train de refaire exactement ce que nous avons fait après la Première Guerre mondiale. Vous savez, la guerre hors la loi, le droit va tout résoudre, l'intangibilité des frontières en Europe. Résultat, 60 millions de morts dans la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours cette illusion que De Gaulle dénonçait d'ailleurs dans le fil de l'épée dans les années 20. Il disait, mais le droit international, encore une fois, si... Il y a le droit, puis il y a la force, et que si le droit sans la force ne sert à rien. Et il disait, où a-t-on vu que l'homme avait changé ? Et c'est le point fondamental, c'est-à-dire nous ne nous occupons plus de la nature humaine, de la violence qui est dans chacun d'entre nous, nous refusons de voir en face ce que j'appellerais la cruelle réalité des choses et la cruelle réalité de la nature humaine. Et la politique, c'est fait pour ça. La politique, c'est fait pour prendre en compte et pour gérer, essayer de canaliser la nature humaine pour éviter qu'on passe son temps à s'entretuer. Bon, donc on construit, alors il y a la politique, il y a les institutions, il y a l'éducation, etc. Tant bien que mal, essayer de canaliser la violence. On le fait pas et on s'est enfermé dans le camp du bien contre le camp du mal. Voilà. Mais après, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez jeté la Russie dans les bras de la Chine, une fois que vous avez dit il y a aucune, on se parlera plus, on discutera plus, on négociera plus, il faut pas s'étonner après que un allié de la Russie comme l'Algérie, vous rionnez, quoi. Je veux dire,
Voilà, peut-être qu'il y a un moyen, en renouant, une fois qu'on aura fait un cessez-le-feu ou un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, de renouer avec la Russie et par la Russie, qui est la seule qui a vraiment un levier d'influence sur l'Algérie, essayer de changer le cours des choses. Mais là, c'est pas le cas. Là, à ce jeu-là, on a tout perdu. Encore une fois, on a perdu l'Afrique, on a fait souffrir les gens parce que l'inflation, le coût de l'énergie qui va nous coûter très très cher. Ah oui, en termes de faillite d'entreprise, voilà, on le sent déjà. Ouais. Oui, mais ça va être de pire en pire. Bon, voilà, il faut pas s'étonner. Il y a une très jolie formule de Régis Debray dans un petit livre qu'il avait écrit sur le général de Gaulle il y a quelques dizaines d'années. Il disait « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. » Ben là, plus personne veut les conséquences de ce qu'il veut, mais les conséquences, on les a quand même. Alors ça dépend, parce que quand on parle au-delà de l'international, regardons au national, on a des dirigeants quand même qui, au principe du bien, de la morale, sont capables de faire par exemple des zones à faible émission, les fameuses ZFE, qui excluent, qui rompent finalement la liberté de circulation sur leur territoire, une partie des citoyens, parce que leur voiture serait trop polluante en fonction du critère. Là encore, on a l'impression d'une gouvernance contre le peuple et en dépit du bon sens. C'est même pas seulement contre le peuple, c'est une gouvernance idéologique. Voilà, il y a une pensée unique, il y a un air du temps. L'homme d'État, c'est celui qui échappe à l'air du temps. En plus, bien sûr, il faut se préoccuper de l'environnement, mais on est un pays dont les émissions de carbone sont parmi les plus faibles du monde. C'est pas pourquoi vouloir toujours faire plus que les autres. Il y a un coût qui pénalise tout le monde. Voilà. Mais on cherche pas, il n'y a aucune réflexion sur ces sujets, aucune, sur rien en fait. C'est une politique qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus, qui applique ses normes idéologiques. Voilà, c'est comme ça, c'est des pensées toutes faites. Voilà, c'est vrai c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la décentralisation, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire pour l'état de droit, c'est pareil. Voilà, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus l'effort de penser. Mais c'est normal puisque la politique, au fond, nous baignons dans une idéologie de la dépolitisation. C'est-à-dire que tout ce qui est entre la guerre et le droit n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire encore une fois à une humanité qui est très imparfaite. Oui, on est très loin du compte. Vous dites qu'il n'y a plus d'hommes d'État en France aujourd'hui. Personne n'a cette stature-là. En tout cas, il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas d'homme d'État de la stature de De Gaulle ou de Pompidou. Même Mitterrand. Si vous voulez, moi, j'ai pas eu beaucoup d'affection pour Mitterrand, mais il a au moins protégé les institutions. Voilà. Tandis que là, il n'y a plus rien. En tout cas, personne ne répond à cette définition. L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. Voilà. Personne ne veut les conséquences de ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a l'irresponsabilité permanente en disant sur la dette de 3 400 milliards d'euros, c'est la faute à personne, encore une fois. C'est la faute à personne et à tout le monde. Mais c'est le fruit, là aussi. Il ne faut pas s'étonner. C'est le fruit de la façon dont nous avons pensé l'économie, dont nous avons pensé la question sociale. Si vous passez votre temps à détruire l'économie et la société, forcément, vous avez de plus en plus de victimes à secourir, et forcément, parce que c'est ça qui plombe les finances publiques. Simplement ça, vous n'allez pas le résoudre en privant les gens d'allocations, de chômage, ou en mettant les retraités à la rue. Je veux dire, vous allez le résoudre en remettant de l'ordre dans l'économie et dans la société. Il faut prendre le problème à l'envers de la façon dont on l'a pris pendant des décennies. Voilà, et c'est partout dans tous les pays occidentaux, c'est comme ça. Alors ça prend des figures différentes selon les pays, leurs traditions, leur histoire, etc. Mais quand même, partout c'est ça. Je veux dire, c'est comme le communautarisme. Vous savez, il y a même les pays qui sont communautaristes par tradition, arrivent au bout de ce système, parce que il y a toujours un moment où il y a un bout. Il suffit que la démographie vienne bouleverser les choses, ou l'immigration, et puis à un moment ça devient intenable. Donc on arrive au bout de cette pensée qui ne pense pas en fait. Parce que tout a une limite. Et justement, quand on voit Donald Trump, lui, il fait à peu près ce que vous dites. Il veut des actions et des actes. Il veut s'attaquer à ce problème de l'immigration, de la production, d'une société qui va pouvoir consommer et s'autosuffire. Une vision impérialiste aussi, évidemment, des États-Unis. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, on le traite de fou, on le traite de nazi, on le traite de tous les noms. Est-ce que Donald Trump, c'est un homme d'État ? Alors moi, c'est pas mon modèle
pas mon modèle d'homme d'État. Mais il fait ce pourquoi il a été élu. Je ne suis pas sûr que tout va bien fonctionner. Je pense qu'il va faire plus bouger les choses sur la scène internationale, pour le meilleur, encore une fois, ou pour le pire, qu'à l'intérieur. On voit bien, c'est la tronçonneuse de Milley, c'est quand même une ânnerie. Ça y est, on l'a vu, on a suspendu, ils ont dit pendant un mois on va faire la revue des politiques d'assistance, et donc on va tout suspendre. Ça a duré 48 heures. Ça a duré 48 heures parce que ça n'était pas possible. Ebola, les gens ne pouvaient plus être soignés. Donc voilà, ça a été pareil avec la sécurité nucléaire. Ils ont viré tout le monde et puis ça a duré 24 heures. Ouais, c'est pas possible. Toujours vouloir les conséquences de ce qu'on veut, c'est toujours la même question. Donc il suffit pas de dire écoutez, je casse. L'USAID, c'est-à-dire le grand organisme d'aide au développement humanitaire du gouvernement américain. Il y a des projets qui méritent d'être revus en fonction des priorités de ce gouvernement par rapport au précédent. Mais l'Amérique ne peut pas s'en passer. Elle ne peut pas s'en passer parce qu'elle elle servait d'instrument d'influence, parce que elle sert au service de renseignement, parce que elle sert à stabiliser certains pays qui sinon exploseraient. Elle sert à sauver des vies aussi. Voilà, et que ce que les Américains appellent le soft power, il est important pour des grands pays. Et c'est vrai aussi pour la France. Oui, puisque l'AFD soit trop l'AFD, il y a plein de choses à revoir, mais laisser penser que tout ça doit être supprimé, remettre en cause l'idée même d'aide au développement ou d'aide humanitaire de la part des grands pays qui ont un rôle sur la scène internationale est absurde. C'est vieux, en plus c'est vieux comme le monde, enfin c'est vieux comme l'aide au développement, puisque vous savez, il y a 50, 60 ans on disait la Corrèze plutôt que le Zambèze. Ça n'a pas changé, alors les slogans changent, mais c'est la même chose. On y revient, mais prendre des problèmes comme ça c'est absurde, prendre des problèmes comme ça est caricatural et donne pas de bons résultats. On peut essayer quand même pour atteindre un objectif, pour essayer d'être intelligent et de réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait, à la manière dont on le fait. Les coupures de dépenses, moi je vais vous en donner un autre exemple, c'était avant Trump, dans l'aéronautique. Un jour les Américains, pour faire des économies, ont décidé qu'ils allaient couper les crédits de l'organisme qui s'occupait du trafic, contrôler la sécurité des avions produits. Et donc ils se sont dit après tout c'est pas très grave. Les Boeing par exemple, leur intérêt c'est que leurs avions soient sûrs, donc ils vont contrôler leurs avions. On a vu le résultat. Boeing qui dévisse en bourse et qui est en train d'être une faillite commerciale du fait de ses choix. Parce que on va devoir c'est un raisonnement absurde. Henri Guénaud, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct du Salon de l'Agriculture sur Sud Radio pour faire un tour d'horizon. On vous retrouvera prochainement évidemment pour parler de tous ces sujets. Restez avec nous, on continue en direct du Salon sur Sud Radio. À bientôt.